Bonjour à tous. Alors moi je suis effectivement, alors mon vrai nom c'est Mathieu Quéné. Je suis enseignant à la Madeleine. Je vais faire un peu après les présentations, tout ça. Alors moi c'est un peu, j'ai été content d'être invité ici parce que c'est vrai que mon lien avec le jeu et l'entreprise n'est pas aussi évident, mais je vais l'expliquer après. Moi c'est plutôt le jeu avec l'apprentissage, avec l'école. Mais il y a des liens, il y a des faisceaux qui peuvent se créer, et c'est pour ça que j'étais très intéressé par l'invitation de Corentin. Donc, oula, ça fait un drôle de pote. Je vais devoir tout passer à la main. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est ça qui, à mon avis, interfère avec le... Donc, en termes de présentation, quand même rapidement, avant d'aller dans le propos. Ah oui, je veux bien que tu me fasses défiler là, oui, avec le doigt du coup. Donc je suis, au-delà d'être enseignant, donc je suis professeur des écoles en CP, dans une école ici à la Madeleine qui se trouve à 3 km, 4 km. Je suis aussi auteur et créateur de jeux, donc notamment pour Educaland d'Espace Orthophonie. Attends, je vais faire, je crois que c'est moi qui le dis à chaque fois, voilà. J'ai aussi donc pour Manière écrit comme ça des guides pédagogiques à la ludopédagogie, donc jouant en classe de cycle 2, jouant en classe de cycle 3, qui sont sortis là il y a 2 ans et il y a 1 an. À côté de ça, je suis aussi formateur, donc en ludopédagogie, donc j'interviens dans des écoles, j'interviens auprès de centres de loisirs, auprès d'animateurs. J'ai aussi créé pour Larousse et Hachette ces petits livres que vous avez peut-être déjà vu passer, qui s'appelle La collection des petits génies, qui est grosso modo c'est pour remplacer les éternels passeports qui étaient ennuyeux au possible. Voilà. Là c'est plutôt tout basé sur des jeux, des énigmes, des escape games. Voilà. Ouais, c'est là. Et donc au-delà de ça, j'ai un site qui s'appelle simplement monsieurmathieu.fr, donc vous me trouverez très facilement, et où mon credo c'est l'apprentissage par le jeu. Voilà. Donc dans ma classe, j'ai une ludothèque qui est un mur, avec à peu près 700 jeux. Quand les enfants arrivent dans ma classe, au départ ils pensent qu'ils sont dans un magasin de jouets, et donc les parents aussi me le disent. Alors que l'idée, moi je leur dis, c'est de vous apprendre par le jeu. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, professeur, auteur, blogueur et auteur. Voilà. Hop. Et vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube où je fais des petites vidéos parce que c'est un format qui m'a été beaucoup demandé, notamment par mon fils qui a 15 ans, qui est complètement dedans. Et où je fais en fait des vidéos. Alors il y a des top 10 de jeux par niveau d'âge ou par niveau de classe. Il y a aussi des astuces, comment transformer un double en 10 jeux pédagogiques, comment transformer un Uno en 10 jeux pédagogiques, comment en fait aider les parents, alors pas forcément que les enseignants du coup, les orthophonistes des parents à jouer et à apprendre par le jeu. Là, tu peux passer très rapidement. Donc c'est pour sur les réseaux, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, même si voilà, le réseau est en train de tomber petit à petit, sur Instagram et sur YouTube. Voilà. À chaque fois, vous tapez simplement Monsieur Mathieu, vous trouvez. Alors j'aime bien commencer à chaque fois les conférences par cette phrase-là. Dans l'homme authentique, il y a un enfant qui veut jouer, et dans l'enfant, il y a un homme caché qui veut chercher. Ça prouve bien qu'on peut faire jouer à la fois des adultes, des enfants, que chacun y trouve son intérêt. Et qu'il ne faut jamais renoncer au jeu. Au contraire, moi je trouve que c'est un vecteur formidable pour les apprentissages, quel que soit l'âge. J'adore d'ailleurs les formations auprès des adultes que je donne, parce que je retrouve des réactions d'enfants. Et quand ils sont en train de jouer, on en apprend, je vous montrerai tout à l'heure une autre citation, c'est Platon qui disait ça, en 1 heure de jeu, on en apprend plus sur une personne qu'en une journée de discussion. En 1 heure de jeu. Voilà. Alors après, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Nicole Kathleen, qui est une pédopsychiatre assez... Enfin, c'est la spécialiste de la scolarité dans la pédopsychiatrie, qui travaille aussi beaucoup avec Jean-Melo Bira, le créateur de Dixit et de Feelings, pour ceux qui le connaissent. Donc le plaisir fixe l'apprentissage, la peur fixe l'erreur. Et donc moi, mon credo, c'est ça, c'est de faire en sorte que chaque enfant qui passe par ma porte, et qui passe même par la porte de mon école, arrive avec le sourire. Et à partir du moment où on a un sourire sur les lèvres, on a un enfant qui est disponible pour apprendre. À l'inverse, quand on a un enfant qui a la peur dans le regard, c'est un enfant qui va stagner ou végéter. Voilà. Donc le plaisir et le jeu, et je la cite, le plaisir et le jeu sont la voie royale de l'apprentissage. Alors rapidement, ce sera une conférence vite, parce que c'est 20 minutes, je vais essayer d'être très rapide, sinon je suis un peu volubile. Je vous parlerai très rapidement donc, des bienfaits de la ludopédagogie, si vous ne les connaissez pas encore, des types, formes et modes de jeu, et dans un dernier temps, voilà, comment pratiquer concrètement. Alors je sais que... Est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ou pas du tout? Une, un, deux. Voilà. Mais c'est des choses qui sont transposables aussi en entreprise, qui sont transposables à la maison, avec vos propres enfants ou avec des enfants que vous auriez à côtoyer. Voilà. Donc la pédagogie par le jeu. Donc le jeu, c'est le travail de l'enfance. La même chose, ça n'est pas de moi, c'est de Pauline Cargomar, qui
qui est la créatrice historique, grosso modo, de l'école maternelle. Et c'est vrai que le jeu a souvent été limité à cette maternelle, alors qu'on peut jouer au cycle 2 et au cycle 3. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cycles, le cycle 2 c'est CPC1, CE2, cycle 3 c'est CM1, CM2, 6e, on peut jouer au cycle 4, au collège, etc. Voilà. Ça permet de fixer la mémorisation, je parlerai, alors j'en parle dans mes livres, hein, mais le jeu ça permet surtout de maintenir la connaissance, maintenir une information. Si vous êtes issu d'une entreprise et que vous voulez faire passer un message, si vous le faites par le jeu, je vous montrerai tout à l'heure un code qui s'appelle le code de Dale. Quand vous l'avez fait passer ce message par le jeu, au bout de 24 heures, les gens auront retenu 75% d'informations. Alors que quand vous passez par un support simplement visuel, comme je suis en train de le faire là, cours magistral, dans 24 heures, vous aurez retenu 5%. Vous aurez retenu Monsieur Mathieu. La pédagogie par le jeu, ça renforce les habiletés sociales, nécessairement, puisque, surtout dans notre société à nous, hein, une société de plus en plus individualisée, où on se concentre sur soi, très égocentrique, on va passer du moi à toi, voire à nous. Et si en plus on passe, comme moi je le fais beaucoup dans ma classe, par des jeux coopératifs, on va travailler sur toutes les compétences liées à l'empathie, l'émulation. On en a beaucoup parlé là avec les thèmes du harcèlement, notamment au début d'année. C'est beaucoup plus utilisé par les pays nordiques que par nous-mêmes. Voilà. Dans les classes françaises, on manque de supports comme ça. Alors il y a de plus en plus de jeux, mais qui sont malheureusement pas encore assez utilisés. Voilà. Là tu peux le filer. Et donc ça va permettre de développer aussi les fonctions exécutives, j'en parlerai un petit peu plus après, la créativité, l'imaginaire et surtout le langage. Alors le langage, si on prend le temps d'analyser ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle les temps de feedback, ça c'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé par Julien Alvarez, pour ceux qui le connaissent, qui est directeur du DU Apprendre par le jeu à la faculté du 3, à l'UNEDASC. Voilà. Et donc ça va créer surtout de la motivation, c'est ce que je compte beaucoup, et de la concentration chez vos élèves. Voilà. Même si le jeu peut déborder. Voilà. Donc sur la mémorisation, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans 24 heures, vous aurez retenu 5% de ce que je vous ai dit. Alors j'ai quand même un support audiovisuel, donc on va dire que vous aurez retenu peut-être 20%. Vous aurez peut-être retenu justement ce fameux code de Dale. Et donc le jeu, là tu peux cliquer, le jeu se trouve là, dans la mise en pratique. 75% d'une information est retenue grâce au jeu. Là tu peux vraiment appuyer deux fois. Donc se situe là, et il va même se situer ici. Si vous êtes dans ce qu'on appelle une situation de transmission pair à pair. C'est-à-dire si vous dites aux personnes qui participent à votre atelier ou à votre explication de réinvestir la chose, de la réexpliquer à d'autres personnes, de faire un transfert d'information, ce sera même dans 90% de l'information qui est retenue. Donc ça montre cette importance de mémorisation qu'apporte le jeu. Donc dans les autres bienfaits du jeu, voilà. Donc là on retrouve à peu près tous les bénéfices du jeu. Donc je vous en ai parlé, créativité, imagination, les fonctions exécutives, je vais venir en parler, le langage, alors pas que pour des jeunes enfants, hein. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui passent par le jeu, et ils ont raison de le faire, il y a aussi beaucoup de psychologues. Ça va permettre de réguler aussi son stress et ses émotions, et en entreprise, voilà, Dieu sait que c'est important, et de renforcer les habiletés sociales, le team building, le renforcement de l'équipe, la communication interéquipe, et surtout de mémoriser les informations dans une ère de réunionite aiguë, c'est important de faire d'autres choses. Voilà. Alors, dans les habiletés sociales, là pareil, tu peux faire défiler. Alors là, on est plus vis-à-vis d'enfants, hein, ma spécialité c'est les enfants. Le fait d'attendre son tour, on a des enfants qui savent de moins en moins attendre, parce qu'on est dans la satisfaction immédiate, le plaisir immédiat. Tu veux quelque chose, tu l'as tout de suite. Tu l'as à peine demandé, désiré, que j'ai déjà deviné ton désir. Apprendre à respecter la parole de l'autre, accepter de perdre. C'est encore compliqué pour des jeunes enfants, mais c'est génial de le voir en fin d'année quand ils ont évolué. Développer l'empathie, l'émulation. Donc l'émulation, c'est je me satisfais que toi aussi tu progresses et je veux que toi aussi tu progresses, qu'on progresse ensemble. Et surtout, trouver sa place dans un groupe. Vraiment, on va à l'école pour apprendre, la première chose, c'est vivre ensemble. Voilà. Et surtout, lâcher son égocentrisme, se décentrer. C'est très compliqué avec des familles qui sont de plus en plus réduites. On est quand même passé d'un modèle où on avait minimum 2 enfants à plutôt maintenant un enfant, je ne vais pas dire un enfant et demi. Mais du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls avec leurs parents. Qui sont le centre de l'attention de leurs parents. Voilà. Et enfin, gagner en estime de soi et en confiance. Voilà. Donc dans les fonctions exécutives, si c'est quelque chose d'un peu flou pour vous, les 3 principales fonctions qui vont être travaillées par le jeu, c'est la mémoire de travail, on en a parlé, le contrôle de l'inhibition. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent, qui ne savent pas exprimer leurs besoins, leurs ressentis, leur vécu, ou même ce qu'ils ont ressenti à l'instant T, et qui vont mettre dans le non-dit. Tout ce qui est non-dit est forcément source après d'émotions négatives. Et surtout, ça va permettre d'avoir une flexibilité cognitive. Quelqu'un qui est capable de jouer, va être capable de s'adapter, de changer de stratégie,
va être capable de voir d'autres choses, d'autres priorités, d'autres perspectives. Ça se voit beaucoup notamment dans les jeux un peu experts, les jeux de planification, les jeux d'anticipation. Voilà. Alors le langage, là pareil je m'adresse plus par rapport à des enfants, mais aussi par rapport à certains adultes. Le jeu favorise l'apprentissage pair à pair. Quand on a aimé un jeu, on va vouloir l'expliquer. On prend du plaisir à l'expliquer. Là c'est plus pour la classe, mais laisser des temps de jeu libre. On a souvent tendance à vouloir toujours faire des jeux où l'adulte va être prégnant. Il faut laisser les enfants jouer seuls. Moi je dis souvent à des enseignants que je rencontre en formation initiale, laissez vos élèves jouer. Rendez-vous absent. Alors absent, semi-absent, on doit assurer la sécurité, mais en tout cas mettez-vous spectateur. Spectateur et pas acteur de ce que font les enfants. Donc profitez des temps de feedback, voilà, ça je vous renvoie vers les travaux de Julien Alvarez. Donc les temps de feedback en fait c'est faire ce qu'on appelle de la métacognition, analyser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as perdu, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as perdu, quelle stratégie tu adopteras la prochaine fois, comment nous aurions pu mieux jouer ensemble, qu'est-ce que ça nous a apporté de jouer, à l'inverse qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as joué, perdu ou gagné. Et enfin lâcher le surcontrôle, voilà, on n'est plus dans les hussards de la Troisième République. Voilà. Moi j'ai tendance à dire je fais confiance à mes élèves et je les observe. Et enfin, responsabiliser les élèves, alors ça c'est mon fonctionnement personnel, mais j'ai des maîtres du jeu dans ma classe, donc il faut vous imaginer, dans ma classe, je vous montrerai une photo après, j'ai un mur de 700 jeux, les enfants n'y vont pas forcément librement, moi je choisis les jeux en fonction de ce que je veux travailler, mais ils ont des temps de jeu libres où ils vont aller chercher eux-mêmes le jeu qu'ils veulent, mais par contre ils ont l'obligation d'expliquer à au moins 2 enfants qui n'y ont jamais joué. Voilà. Donc des fois je fais des temps d'explication à 4 enfants qui sont des espèces de super-héros du coup, qui ont ce fameux badge maître du jeu. Voilà. Alors dans les différents types de jeux, il ne faut pas se limiter. Souvent on va avoir tendance à partir, surtout en festival comme là à Ludinor, sur des jeux ludiques, et uniquement ludiques, mais en fait tous les types de jeux apportent quelque chose. Voilà. Donc moi dans ma classe j'utilise des jeux du commerce, j'utilise des jeux ludiques, mais j'utilise aussi des jeux éducatifs et des jeux pédagogiques, et il faut savoir les différencier. Alors ça je vais passer parce que c'est plutôt destiné à un public enseignant, mais globalement un jeu ludique c'est 100% de plaisir, quasiment pas d'apprentissage à part les habiletés sociales, voilà. Un jeu éducatif, on sent qu'il y a un petit quelque chose, mais c'est pas vraiment un jeu estampillé, vous voyez, CPCEA ou avec une classe. Et par contre, un jeu pédagogique, généralement, ça a été créé par un enseignant ou un orthophoniste. On sent le truc, c'est un jeu sur l'étape de multiplication, un jeu de conjugaison. Voilà. C'est beaucoup plus rébarbatif pour les enfants, mais on apprend beaucoup plus de choses. Grosso modo, la phase d'apprentissage va croissante, plus on va vers un jeu pédagogique. Mais par contre, les habilités sociales vont décroissantes. Donc c'est intéressant de croiser les 3 types de jeux pour arriver au centre, où en fait, je croise habilités sociales et apprentissage. Tout ça, ce sera, si ça vous intéresse, vous me retrouvez là-haut, on pourra en parler pendant 2h50. Les formes de jeu, alors moi j'utilise tout type de jeu avec mes élèves et avec les adultes que je rencontre. Voilà, il ne faut pas se limiter non plus, tu peux défiler aussi. C'est vraiment tout type de jeu. Donc j'ai mis quelques exemples qui peuvent parler. À la fois des jeux de dés, des jeux de cartes et des jeux de lettres. Des jeux de plateau, des jeux de construction. Et je regrette très souvent que les jeux de construction soient très vite abandonnés. J'ai encore croisé dernièrement une famille qui habite proche de chez moi qui m'ont dit est-ce que ça t'intéresse, mon fils est en C1, il joue plus du tout avec ces jeux de construction, on peut te les donner. Alors je veux bien les prendre, mais on peut jouer à des jeux de construction même à l'âge adulte. Moi j'ai d'excellents jeux de construction avec des arches, avec des voûtes, ou même moi en tant qu'adulte je m'éclate encore. Voilà. Et enfin partir même sur des jeux créatifs. Alors je vais pas parler des jeux numériques, parce que là je voulais vraiment parler du jeu physique, mais bien sûr il y a aussi beaucoup de jeux numériques. Voilà, des applications. Pas hésiter aussi à détourner des jeux, donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez, moi j'ai fait beaucoup de petites vidéos comme ça où j'explique avec un simple Uno, que normalement on a presque tous, ça fait partie des inhérents, les doubles, etc. Vous pouvez tout à fait transformer n'importe quel jeu en ce que vous voulez, en ayant un petit peu d'imagination. Alors si après vous manquez d'imagination, il y a des gens qui le font très bien comme Ludovox, il y a certains blogs aussi qui font de l'IEF, l'instruction en famille, qui font des choses comme ça, et moi je le fais aussi. Parce que le timing est serré. Donc n'hésitez pas à modifier tout ou partie du matériel, personnaliser des cartes, changer la mécanique de jeu, faut déjà s'y connaître, mais après il y a des choses qui existent, déjà faites. Voilà. Ça c'est pareil, tu peux passer. Donc ça c'est des exemples de détournement de Uno que j'ai fait, qui sont dans mes livres. Voilà. Les modes de jeu, alors moi je trouve qu'on devrait jouer, et même adulte, à énormément de jeux coopératifs. Voilà. Il y a encore beaucoup d'adultes qui sont dans ce schéma-là, dans le traditionnel. Je t'ai battu, j'ai gagné, tu as perdu, c'est moi le meilleur, qui fanfaronne, qui se lève, qui hurle de joie. Quand je vais dans des festivals, je suis à chaque fois ébahi de voir ce qu'on peut voir. Pour avoir travaillé avec des psychiatres et des psychologues, c'est ahurissant tout ce qu'on voit. Donc passer plutôt par des jeux coopératifs, on gagne ensemble ou on perd tous ensemble. Plutôt par des jeux mixtes,
Donc ils peuvent avoir une petite dimension comme ça traditionnelle, mais un but plus profond coopératif, et surtout jouer en binôme. Hein. Voilà. Généralement je dis à un enfant, des fois je mets un seul pion sur un plateau, etc. Je dis c'est notre pion. Parce que si on leur donne un pion chacun, c'est mon pion. Voilà. Et donc on joue contre une contrainte de temps ou contre un adversaire. C'est le jeu coopératif. Ça a tous les avantages du jeu sans les inconvénients. C'est-à-dire que du coup ça aide à se décentrer. C'est plus mon pion, c'est plus mon objectif, c'est le nôtre. Ça amène de la communication, des échanges. Et ça va permettre de responsabiliser, puisque il faut échanger avant de jouer, puisqu'on joue en équipe. Il faut trouver un consensus. Donc ça aussi en entreprise, c'est très facilement transposable. Moi, je suis allé beaucoup de fois dans des entreprises voir des gens. J'ai discuté avec des RH et ça permet de cerner des personnages. Hein. Voilà. Il y a des gens qui font peur quand même quand ils jouent. Non, on voit tout de suite les gens qui sont dominants, les gens qui ne seront pas capables de trouver des consensus. Justement, on voit tout de suite les gens qui feront aucune concession face à lui. Alors ouais, tu peux revenir sur celle d'avant, pardon, pour le coup. Voilà. Ça c'est plus pour si vous avez des enfants, voilà. C'est un exemple de ce qui peut se passer dans ma classe. Alors ça peut paraître ahurissant, hein, mais là c'est un temps de jeu libre, c'est-à-dire c'est quand ils ont terminé le travail que je leur avais demandé très spécifiquement. Ils ont des temps comme ça d'accès, ça c'est les temps de jeu libre. Donc ils jouent avec du matériel Grimm comme ça. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le matériel Grimm, je vous incite à aller voir ce que c'est. C'est du matériel en fait qui est complètement neutre. Et c'est le grand tort qu'ont eu Lego et Playmobil par exemple. Ils ont fait maintenant des Lego et des Playmobil un Playmobil pirate est un Playmobil pirate. Et un Lego pompier est un Lego pompier. Et c'est un des grands torts, ça tue l'imagination. Le meilleur Playmobil qui soit, c'est celui qui n'a aucune marque. Voilà, limite qui n'est pas genré. Voilà. Mais le matériel Grimm, c'est ça. Vous avez des personnages, des blocs, etc. Et l'enfant va partir dans des délires créatifs, imaginaires, il va y avoir des échanges, des discussions qui aura bien plus nombreux qu'avec du matériel très typé. Voilà. Alors là, on va passer très rapidement sur cette slide-là, parce que ça concerne vraiment les enseignants, c'est sur les actions, postures qu'il faut avoir en tant qu'enseignant. Voilà, donc pour les enseignants qui sont à la salle, vous venez me voir là-haut, je vous ferai un pitch là-dessus. Voilà. Alors par contre, ici, j'ai un credo à chaque fois, ça c'est applicable n'importe où, ça s'appelle ACT. Et c'est ce que je dis à tous les parents quand ils veulent le faire chez eux. Pour bien pratiquer la ludopédagogie, il faut faire ACT. C'est-à-dire, il faut aimer le jeu que vous allez présenter à vos enfants. Si déjà le jeu vous ne vous emballe pas, c'est fichu. Il faut connaître parfaitement ce jeu à 100%. La moindre interligne, la moindre interstice de règles, de variantes, il faut la connaître, parce qu'eux vont la trouver. Et ensuite, il faut les transmettre. Voilà. Si vous êtes dans ACT, vous êtes dans le 100%. Voilà. Et donc, pour pratiquer la ludopédagogie, ça c'est pareil, c'est destiné beaucoup aux enseignants. C'est un emploi du temps d'enseignant. Voilà, très bariolé parce qu'on aime bien les couleurs. Mais l'idée, c'est d'ancrer des temps de jeu dans son emploi du temps. Voilà. Donc là, c'était juste pour illustrer, parce qu'il y a vraiment des temps de jeu un peu partout dans mon emploi du temps. Et donc, là, pareil, c'est très destiné aux enseignants, mais l'idée, c'est de planifier les jeux par période, d'avoir des maîtres de jeu, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous démultiplier. Moi, dans ma classe, j'ai 29 CP cette année, j'en aurai 31 l'année prochaine, dont deux en situation de handicap sans AVS, ça c'est l'éducation nationale. Voilà, donc il faut savoir se dédoubler en donnant confiance à ses élèves. Voilà. Et c'est la même chose en entreprise, vous ne pouvez pas chapeauter tout le monde, vous ne pouvez pas être derrière le dos de tout le monde, et ce serait contre-productif. Du coup, il faut responsabiliser les gens et passer par eux. Voilà. Et donc, prévoir des jeux de type, de modes différents, faire des ateliers dirigés, tout ça, c'est vraiment orienté enseignant. Voilà, tu peux avancer. Et le jeu libre. Voilà. Et même en entreprise, il devrait y avoir du jeu libre. Voilà. Le jeu, c'est sérieux, c'est même travailler plus intensément que dans des situations de travail. J'adore cette citation. Et il faut jouer pour devenir sérieux. C'est Aristote. Alors, le jeu libre, c'est laisser libre cours aux gens, d'explorer un jeu. Alors, le meilleur moyen de le faire en entreprise, c'est de laisser à leur insu, de temps en temps, dans leur espace commun, une cafétéria, etc., des jeux. Et vous allez voir qu'ils vont se les approprier. Il y a forcément quelqu'un qui en a entendu parler, ou ils vont aller regarder en scannant le QR code qui est sur la boîte, ou ils vont aller regarder, ils vont googliser le jeu, etc. Mais en tout cas, le jeu ne va jamais rester intact, j'espère pour vous, mais il ne va pas rester non touché. Et surtout, le jeu libre, ça permet l'évasion mentale. Alors ça a été théorisé par beaucoup de Danois, ça s'appelle le break du sursaut. C'est-à-dire que grosso modo, quand je m'échappe d'un endroit, quand j'oublie où je suis et que je suis en train de jouer, paradoxalement, derrière, je vais être beaucoup plus productif et beaucoup plus apprenant, ou en tout cas impliqué. Voilà. Donc je vous en parlais tout à l'heure, Platon. On en apprend beaucoup plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année. Alors 1 année, c'est peut-être exagéré, moi je dis souvent 1 journée de discussion, de conversation. Voilà. Donc ça va surtout permettre quand vous observez, ça c'est plus, je parle plus s'il y a des recruteurs dans la salle, mais quand pour avoir travaillé avec des DRH, vous observez, pas derrière une vitre fumée, on n'est pas dans une série américaine, mais vous observez des gens jouer, vous allez en apprendre beaucoup plus sur eux qu'en ayant un entretien d'une journée.
on sait pas moi. Voilà. Bon là c'est typiquement enseignant aussi, donc je vais peut-être aller vite. Donc simplement oser lâcher prise, oser perdre le contrôle, prendre des notes et être discret non ingérant. Donc ça c'est pour un enseignant qui sera en train d'observer cette situation. Assurer la sécurité parce que c'est la première mission d'un enseignant. Et là les freins, alors généralement les freins que les gens m'opposent, que ce soit enseignant, alors ortho moins parce qu'ortho c'est une situation duale, généralement on est en face à face avec un seul enfant. Mais généralement c'est la gestion du bruit qui fait peur aux gens, c'est la question du budget, la question de l'intégrité des jeux, ça peut se poser aussi. Oui non mais t'inquiète pas, non mais là c'est vraiment... voilà. Les gens ont généralement aussi peur du contrôle, peur de la perte du contrôle. Ou encore peur de ne pas respecter les programmes ou d'avoir des parents opposés. Voilà. Moi, ça fait, donc j'ai pas dit, mais ça fait 18 ans que j'enseigne. J'ai été inspecté 7 fois, ce qui est beaucoup en 18 ans d'enseignement, donc 4 fois à ma demande, voilà, pour montrer voilà, que c'était possible. Et ça s'est toujours très bien passé. J'ai quasiment jamais eu de parents opposés au jeu. Bon, ça, c'est des astuces d'enseignants que je donne pour gérer le bruit, le niveau sonore. Voilà. Après, autour de chaque enfant, en fait, j'explique généralement ça en début d'année que 8 adultes gravitent, ce que j'appelle les adultes connexes. Et donc, je les invite, ces parents. Je fais des séances d'ateliers jeux en classe où ils vont être invités via un doodle. Donc, ils peuvent s'inscrire par période à venir. Donc, c'est généralement les mardis fin de journée, les vendredis fin de journée, le moment où il y a le plus facilement de RTT qui sont posables. Et donc, ils vont pouvoir venir jouer avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec leurs filleuls. Et l'idée, c'est de les impliquer, mais aussi qu'ils puissent faire la petite souris. Et donc dans ces ateliers dirigés, alors là oui c'est même une slide que j'ai dans ma réunion de parents de début d'année parce que je parle de vous, 4 adultes en plus de vous par séance. Donc l'idée c'est voilà, c'est vraiment des parents qui vont jouer avec leur enfant et avec d'autres enfants. Voilà. Et ça permet de situer aussi des fois son enfant et de se dire bah, finalement tout va bien, je me suis inquiété. Voilà. Voilà, on peut passer aussi, c'est des orientations spatiales que je donne à des enseignants pour bien s'organiser dans la classe. Voilà ma bibliothèque de classe. Voilà. Alors j'ai beaucoup de jeux parce que je fais aussi partie, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais je suis aussi membre d'un jury dans un autre festival qui s'appelle le FLIP de Parthenay. C'est le Festival ludique international de Parthenay, c'est le deuxième plus gros festival de France après l'As d'Or de Cannes. C'est le plus grand festival de jeux extérieur d'Europe. Donc Parthenay, pour ceux qui ne situent pas, c'est entre Poitiers et Niort. Si un jour vous allez en vacances de ce côté-là, c'est toujours début juillet. Cette année ce sera ça aussi, ce sera du 9 au 17 juillet, je fais un peu la promo. Et je fais partie surtout d'un label qui s'appelle EducaFlip. Et c'est le premier label de France où on a créé des jeux, enfin, on sélectionne et on nomme des jeux qui ont une forte valeur éducative et pédagogique. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, bah, je vous invite à découvrir mes livres et vous pourrez les feuilleter, je suis là-haut, donc en salle 503. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. Et